Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Entretien. Cette semaine, une rencontre avec Mireille Apollon. Native de Port-au-Prince en Haïti, Mireille Apollon arrive seule au Québec à l'âge de 13 ans. Après des études en pédagogie à l'Université Laval, elle débute une carrière d'enseignante au Québec puis au Gabon. Impliquée dans plusieurs organismes communautaires, elle fait le saut en politique municipale et est élue conseillère à Gatineau en 2009. Mireille Apollon, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue dans l'Est de la ville. J'aimerais qu'on prenne quelques secondes pour préciser que l'émission d'aujourd'hui est enregistrée cet été, donc avant même la campagne électorale, va probablement être diffusée alors que le résultat de la campagne va être connu. Donc, on ne sait pas si vous êtes conseillère ou si vous avez déjà été conseillère, mais on vous invite, on n'a pas envie de parler politique, on veut connaître Mireille Apollon, la femme derrière la personnalité publique. Est-ce que je peux me permettre de vous remercier pour l'invitation et vous dire toute la joie que j'ai d'être avec vous à Buckingham? Ça nous fait plaisir. C'est une ville que j'aime bien. Vous êtes native, on le disait dans la mini-biographie, vous êtes native de Port-au-Prince. Vous avez quitté votre pays d'adoption, votre pays de naissance à l'âge de 13 ans. Donc, de 0 à 13 ans, vous gardez certainement des souvenirs assez importants là, de ce pays-là, d'Haïti. De quoi vous vous souvenez de votre enfance en Haïti? Essentiellement de belles choses. Essentiellement d'un peuple joyeux. Je suis née dans une famille où on avait des possibilités de se déplacer dans le pays. Ma mère est née au sud, mon père est né au nord et moi-même, je suis née au centre. Donc, c'est un pays que j'ai pratiqué, si on veut, et c'est une population qui est très diversifiée du point de vue des coutumes, du point de vue des langues, du point de vue des comportements. Alors, c'est un pays dont je garde beaucoup de souvenirs, en particulier de beaux souvenirs de famille et de beaux souvenirs avec mes amis d'enfance. Et vous me le disiez en pré-entrevue, vous êtes, et on le voit très bien, là, vous êtes mulâtre, votre peau est plus pâle que la population en général, et ça a une certaine importance quand on est haïtien. Ça vous a donné des possibilités différentes, si on veut. Disons que ça découle un peu de l'histoire d'Haïti, qui est un peuple très métissé. Comme vous le savez, Haïti était un pays des Antilles, donc habité d'abord par les Indiens. Les colons sont venus, la découverte a été faite par Christophe Colomb, donc il y a eu une première vague de colonisation blanche et une descendance métissée avec les Indiens qui habitaient l'île d'abord et qui ont été décimés. Les colons ont fait venir des Noirs d'Afrique, de plusieurs pays d'Afrique, qui se sont mélangés aux personnes qui existaient et aux colons, bien sûr, qui étaient maîtres d'œuvre à bord. Et ça a donné un peuple effectivement, qui est majoritairement noir, mais avec beaucoup je dirais, une grande variété de faciès. Et effectivement, la langue haïtienne se plaît à certains égards, à faire des différences entre le noir et le blanc. Et il y a un vocabulaire assez élargi sur les couleurs, les caractéristiques négroïdes ou les caractéristiques ariennes. Donc, on va parler de mulâtre, effectivement. Vous avez sûrement entendu parler de choukoun, oui. La chanson choukoun. C'est un style de faciès ou un style corporel. Il y a aussi les griffes, il y a les grimaud. Moi, je suis une grimelle. Alors, c'est diversifié, effectivement, de par l'histoire et la culture. Ce qui fait que dans votre pays de naissance, vous êtes une minorité visible. Dans votre pays d'adoption, vous êtes aussi une minorité visible. Mais c'est ce qui vous rend unique. 13 ans donc, Madame Apollon. Vos parents, j'imagine, avec le climat politique, on sait qu'on est en plein air du Valier. Vos parents qui décident, pour votre propre sécurité, de vous envoyer au Canada, donc vous êtes seul, vous partez seul, 13 ans, les religieuses qui vous accueillent. Comment, en pleine adolescence, on se sent quand on se retrouve, en fait, loin de toute sa famille? Je dois dire, quoi qu'on puisse en penser, j'étais heureuse de venir au Québec. Mes parents m'avaient préparée au voyage. Mes parents m'avaient préparée à la chance que j'avais d'aller au Canada, qui était vu et qui est toujours vu comme étant un pays où tous les espoirs sont permis. Et c'est ce qui s'est révélé être pour moi, qui ai choisi le Québec.
à cause de la langue notamment. Alors, ça s'est très bien passé. Les religieuses m'ont bien accueillie et surtout, dans les classes où j'étais, les élèves qui sont devenus mes amis largement et j'étais la seule noire, si on veut, minorité comme on parlait. Et on se plaisait à me faire découvrir le Québec, leur famille. Donc, j'ai fait la tournée des familles de mes amis où j'ai été bien accueillie. Donc, ça a été une intégration facile, harmonieuse. Je me suis sentie inclus. Donc, pas eu de choc, j'imagine, culturel au niveau des amis et tout ça. Le choc température, parce que là, on est confronté à l'hiver québécois qu'on ne connaît pas. J'imagine que c'est très poétique, l'hiver, quand on le voit à partir d'Haïti. Comment vous avez vécu ça, Mme Apollon? Les premières années, très bien. Et je me rappelle qu'avant de partir, on me disait de mettre ma main dans le congélateur et on me montrait la glace dans le congélateur et on me disait au Canada, l'hiver, l'eau se transforme en glace. Et je me rappelle très bien, le premier hiver, j'avais voulu vérifier si c'était vrai les premiers mois parce que les premiers mois d'hiver, la journée, il fait beau, mais la nuit, ça gèle. Et j'avais mis de la glace, un verre d'eau à l'extérieur qui, effectivement, s'était changé en glace le matin. Donc, ça vérifiait ce qui m'avait été raconté. Et la première chute de neige, pour moi, a été extraordinairement belle. Je me rappelle que je dansais avec mes amis sous la neige. Avez-vous, pendant toutes ces années-là où vous étiez au Québec, avez-vous eu des contacts réguliers avec votre famille en Haïti? J'ai eu des contacts réguliers, surtout par lettre. À cette époque-là, le Skype n'existait pas et les communications téléphoniques étaient excessivement dispendieuses. Donc, c'était surtout par courrier qui prenait quand même un certain temps à arriver. J'ai pu retourner en Haïti 7 ans après et ça a été la tournée familiale. Ça a été le bonheur intense d'être avec les miens et de retrouver ma jeunesse et mes amis. Vous êtes ici donc depuis plusieurs années. On en parlait juste avant d'entrer en ondes. Vous avez quand même gardé votre accent haïtien et vous en êtes fiers. C'est un petit peu vos racines qui se traduisent par votre façon de parler. Oui, j'ai gardé beaucoup de mes racines haïtiennes. D'ailleurs, je me sens tout autant québécoise qu'haïtienne. Et pour moi, effectivement, la langue française fait partie de ma personnalité. L'accent, on peut changer d'accent, mais je ne sens pas la nécessité de changer d'accent. Et je garde le mien, je reste fidèle à moi-même. Donc, votre mère qui est venue vous rejoindre ici au Canada au moment où vous étiez enceinte, et votre mère qui vous a accompagné tout au long de ces années-là et qui est encore présente ici. Ma mère a été un pilier remarquable de ma vie. Elle m'a laissé beaucoup de leçons. Au niveau de la résilience, ma mère est une femme extraordinaire et aussi au niveau de l'amour, de l'estime de soi qu'elle nous a laissé. Elle est malheureusement décédée il y a 2 ans, mais mes enfants gardent un souvenir de leur grand-mère ineffaçable et mes petits-enfants, on leur parle de qui a été leur grand-mère. Ils l'ont connue, mais la mémoire enfantine oublie si on ne fait pas de ces rappels. Ma mère a été et demeure une femme remarquable. Et vous êtes marié avec un Québécois, un homme d'ici. Vos enfants, vous me disiez que votre aînée a été blonde aux yeux bleus jusqu'à presque l'âge de 17 ans. Effectivement, on parlait justement des gènes récessifs et les gènes dominants. Et ma fille aînée, contre toute attente, a été blonde aux yeux bleus, alors que blondes, yeux bleus, ce sont des gènes récessifs dans la biologie. Et ma petite fille, elle aussi est née et est encore blonde aux yeux bleus. Donc, ce sont des caractéristiques qui transcendent ce qu'on appelle la biologie, les gènes. Ces croisements-là se sont faits tout naturellement. Vous avez choisi, au niveau des études, vous avez choisi l'enseignement, la pédagogie. Et, bon, après vos années d'études, vous avez, en fait, votre carrière, vous l'avez débutée ici même au Québec comme enseignante. Vous vous retrouvez dans une classe. À quel niveau vous avez enseigné à vos débuts? J'ai enseigné pratiquement toutes les classes. J'ai fait les écoles primaires. J'ai fait école secondaire. J'ai été enseignante au cégep
Alors, j'ai vraiment fait tous les niveaux d'enseignement et je me suis retrouvée au Gabon en coopération internationale avec l'ACDI, à l'École normale supérieure où j'en faisais la formation des formateurs en mathématiques. C'était ce qu'on appelait à l'époque la majeure de mon enseignement pédagogique. Justement, au Gabon, et c'est là où je voulais aller, qu'est-ce que vous avez vécu de différent comparativement à ce que vous connaissiez, c'est-à-dire le Québec, là, votre terre d'accueil, et en Haïti? Qu'est-ce que vous avez ressenti ou qu'est-ce que vous avez appris des gens du Gabon? Mon Dieu, je dois dire que j'ai appris beaucoup des pays où j'ai été. Pas seulement le Gabon, parce que j'ai été aussi au Sénégal, j'ai été aussi en Tunisie, j'ai vécu de nombreuses années à l'extérieur. Et ce que je retiens, par exemple, du Gabon, ce sont des gens d'une gentillesse remarquable et ils sont à l'image de leur pays. Ce sont des peuples intérieurs. Ils ont beaucoup de richesses à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils le transmettent de façon très ouverte. Et c'est un pays vierge. Quand j'ai été au Gabon, à plusieurs moments, j'ai eu l'impression que j'étais la première personne, le premier être humain à rentrer dans certains espaces. Parce que c'était vraiment la forêt vierge, la mer était poissonneuse. Le Gabon est un pays riche, ils ont le pétrole, et j'ai vécu au Gabon au moment du boom pétrolier. Il y avait des constructions partout, et en même temps qu'il y avait cette modernité qui s'installait, mais il y avait aussi tout un relais de coutumes ancestrales qui étaient maintenues au niveau des villages, les coutumes concernant les funérailles, les naissances. Vraiment une richesse culturelle extraordinaire. Et j'imagine qu'en allant enseigner aux maîtres ou aux futurs maîtres, vous aviez l'impression d'être un pion important là, dans l'histoire de ce pays-là. J'avais surtout l'impression que j'avais la chance d'apprendre d'autres cultures et c'est ce qui m'a soutenue tout le long de ma carrière professionnelle que j'ai réalisée à l'ACDI, à l'Agence canadienne de développement international et au ministère des Affaires étrangères. Alors que ce soit au Sénégal, j'ai appris énormément aussi au Sénégal. En Tunisie, l'Afrique du Nord, les Maghrébins m'ont transmis une richesse culturelle remarquable. Donc, tout ça fait que, tout compte fait, c'est moi qui ai bénéficié de la coopération internationale et non l'inverse. Et 1998, retour en Haïti pour y travailler. Si vous permettez, Madame Apollon, on va prendre une pause et de l'autre côté de la pause, on va parler de ce retour-là et de votre implication ici à Gatineau. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire, il y a des amputés de guerre. Je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. Le séminaire des amputés de guerre, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands prennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe désignée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'Association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi. On est de retour à Entretien pour continuer notre discussion avec Mireille Apollon. Juste avant la pause, Madame Apollon, on disait qu'en 1998, vous êtes retournée en Haïti et vous avez travaillé avec le président de la République, avec le premier ministre. Quel était votre rôle exactement en Haïti à ce moment-là? Je dois dire d'abord que pour beaucoup d'Haïtiens qui sont venus au Québec, surtout dans les années 60, comme moi, par nécessité, pour leur sécurité, la plupart des Haïtiens sont soutenus par l'idée qu'un jour, ils retourneront en Haïti, donner, apporter quelque chose à la revitalisation du pays. Et c'est dans ce contexte que quand j'ai eu la chance d'avoir
une retraite anticipée de la fonction publique, j'ai eu la chance de m'en aller en Haïti, toujours avec l'ACDI, porter un coup de main au gouvernement qui était à ce moment-là en reconstruction. Donc, effectivement, j'ai eu à travailler à la Commission nationale de la réforme administrative, comme vous le disiez, auprès du Premier ministre, puis ensuite du Président. Et mon rôle a toujours été à peu près le même, mais à des niveaux de responsabilité différents. C'est la gestion de la coopération internationale. C'était ma force. Alors, la coordination de l'aide au développement, l'élaboration des priorités du gouvernement haïtien et la négociation avec les bailleurs de fonds d'une harmonisation de leurs rapports financiers en termes de contribution au développement du pays à l'intérieur des priorités établies par le gouvernement et par les organes haïtiens. Parallèlement à tout ça, parallèlement à votre travail de fonctionnaire, vous avez été très impliqué, j'ai envie de dire, au sein de la communauté. On sait que c'est en 1982 que vous avez choisi la région de l'Outaouais, donc que vous êtes venu habiter ici à Gatineau, mais vous avez été impliqué à plusieurs niveaux. Je pense entre autres là, au niveau des femmes immigrantes. Je n'ai pas le nom exact de l'organisme, mais pour vous, c'est important d'être au sein de votre communauté et d'être impliqué. Oui, ça, c'est une des choses que j'ai appris de l'Afrique. La nécessité de s'impliquer, l'implication citoyenne. Si on veut voir les choses changer, il faut s'impliquer, il faut contribuer à la société dans laquelle on est pour la faire avancer. Et en ce sens-là, je me suis toujours, oui, baignée dans le monde communautaire, que ce soit sur mon lieu de travail ou dans des organisations comme, par exemple, à Dialogue, qui faisait la promotion du dialogue avec les Canadiennes d'origine africaine. Et je dois dire aussi que j'ai toujours travaillé à la promotion de la communauté noire dans l'Outaouais. Alors, et à la promotion des femmes. Donc, les femmes immigrantes, comme les femmes québécoises, ont fait partie, disons, de mon entourage où je voulais auquel je voulais prêter main forte. Et j'imagine que ce sont des valeurs que vous avez voulu transmettre à vos enfants. Il y a même d'ailleurs une de vos filles qui travaille en développement international. Exactement. J'ai une fille qui travaille en développement international, qui est aux affaires étrangères, et j'en ai une autre qui est en géomatique. Les sciences, c'est un trait familial aussi. On est très bon de ce côté-là. Elle est en géomatique, donc elle allie la géographie, donc internationale, et l'informatique, qui est une nouvelle science. Tout au long de votre carrière de bénévole ou de femme impliquée, on vous a remis certains prix, notamment, je pense, à l'Ordre de Gatineau. Comment on réagit quand on reconnaît notre travail, quand toutes ces heures-là bénévoles qu'on donne sont récompensées? Est-ce que, j'imagine que ça doit faire un petit velours, Mme Apollon? Souvent, on va recevoir ces prix-là de façon posthume, une fois qu'on est décédé. Ouais. Et moi, j'ai eu la chance, le privilège de les recevoir de mon vivant. Et je dois dire que moi, je le reçois comme étant un signe de reconnaissance. Et en même temps aussi, un petit coup de pouce pour continuer à faire plus, pour aller de l'avant, en me disant, tu es dans le bon chemin, Mireille, continue, vas-y. Donc, de l'un à l'autre, j'ai toujours approfondi mon implication. Et ce qui fait que de membre de CA, de présidente de l'Association des femmes immigrantes à conseillère municipale, je veux dire, c'est une implication politique de plus en plus forte qui marque l'intérêt que j'ai de participer à la société qui m'a accueillie et dont je fais partie. 2008, justement, vous décidez de faire le saut en politique active en vous présentant comme candidate lors de l'élection partielle Henri du Parc. Vous perdez par 13 voix seulement. J'imagine qu'on a un sentiment de déception assez marqué parce qu'on se lance en politique, on travaille fort, on souhaite gagner. 13 petites voix. J'imagine que le soir de l'élection, vous avez dû être assez déçue, Mme Apollon. Déception, c'est sûr, mais en même temps aussi, c'est de voir que c'était seulement 13 voix. Oui.
sur une population de 11 000 électeurs. Alors pour moi, au contraire, c'était là aussi un signe que si je persévérais, si je continuais, que la prochaine fois, ce serait la bonne. N'oubliez pas que c'était ma première expérience en politique. Donc, j'étais vraiment, comme on dit, vierge, et contre un adversaire qui avait un passé, une pratique politique et une équipe, une connaissance beaucoup plus fine que moi de l'opérationnel politique. Alors, au contraire, oui, déception, mais au contraire, certitude que la prochaine fois serait la bonne si je persévérais. Et vous avez persévéré, la prochaine fois a certainement été la bonne, contre le même adversaire à peine un an et demi plus tard, près de 1300 votes de différence. Le soir de l'élection, comment on réagit? Comment on célèbre cette victoire-là, Mme Apollon? On la partage. D'abord, un remerciement à la population qui nous a élus, parce que c'était quand même dans un district. Remerciement et en même temps aussi reconnaissance à toute l'équipe qui a emmené à cette victoire-là, parce qu'une victoire électorale ne se fait pas seule. Et en même temps aussi de voir s'ouvrir devant soi une large gamme de domaines dans lesquels on pourra investir et qu'on n'avait pas auparavant pratiqué. Alors pour moi, la vie municipale est vraiment riche en enseignement et en implication. Et je remercie les citoyens de Lorraine-du-Parc de me l'avoir permis. 4 ans plus tard, on sait qu'il y a une prochaine élection, on ne connaît pas évidemment le résultat, mais 4 ans plus tard, avec 4 ans d'expérience, est-ce que vous êtes satisfaite? Est-ce que c'est ce à quoi vous vous attendiez? Est-ce que vous avez l'impression d'être vraiment au pouvoir, Mme Apollon, comme conseillère? C'est sûr qu'on découvre beaucoup de choses en faisant la pratique du monde politique, du monde municipal. Souvent, on a tendance à penser que les conseillers sont super puissants, mais il faut composer avec l'administration existante et ce n'est que justice puisque les conseillers passent et l'administration demeure. Donc, il y a tout un fondement de gestion qui demeure dans les mains de l'administration, notamment au niveau de la réglementation, et qu'on peut faire évoluer effectivement, mais qui prend énormément de temps à faire évoluer parce qu'on a des règles, des procédures administratives à suivre et ça accompagne très souvent aussi la saine gestion, la bonne gouvernance. Donc oui, beaucoup de découvertes, beaucoup d'enseignements, mais en même temps aussi, je me dis, c'est vraiment extraordinaire de vivre la démocratie à Gatineau, de vivre la démocratie au Québec. Moi, je viens d'un pays où la démocratie ne se pratique pas de la même façon. Et d'être capable d'exprimer des opinions divergentes dans un contexte sécuritaire, c'est sûr, de temps en temps, il y a des coups de gueule, je dirais, surtout entre certaines personnes, mais dans l'ensemble, l'atmosphère demeure à la collaboration et à la construction d'une ville, et c'est ça qui fait la beauté de la chose. Vous parliez tantôt de votre implication auprès des femmes. Actuellement, au sein du conseil municipal, 18 conseillers, un maire, 5 femmes seulement. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Est-ce que vous pensez que s'il y avait plus de femmes en politique, la politique pourrait être différente? La politique serait sûrement différente parce que partout où on a vu rentrer les femmes en grand nombre au niveau de la gestion, de l'administration, il y a eu des acquis positifs. Dans l'entreprise privée, c'est la même chose. Dans les municipalités, c'est la même chose aussi. Alors, je regarde des cas qui s'offrent à nous aujourd'hui, nous font prendre conscience férocement de la quasi-absence des femmes dans le monde politique. Qu'on pense à la commission Charbonneau, qu'on pense à la ville de Laval, les femmes sont très peu présentes, ou si elles sont présentes, elles vivent en quelque part dans l'exclusion du pouvoir ou de l'argent. Et il faut corriger ce monde qui promeut l'exclusivité au bénéfice de l'inclusivité de toutes les forces vives d'une société. Et les femmes ont leur rôle à jouer là-dedans, et les organisations de promotion des femmes ont un rôle à jouer là-dedans, pas 4 mois avant l'élection, oui, mais il faut commencer au lendemain des élections à mobiliser, à encourager les femmes qui ont un potentiel de faire de la politique. Gatineau, qui est la 4e plus grande ville au Québec, Gatineau, qui est une ville qui
accueille de plus en plus d'immigrants d'Afrique, notamment d'Haïti. Le visage de Gatineau, au cours des années, est appelé à changer. Vous qui êtes une minorité visible, vous qui travaillez avec les minorités visibles, en terminant, Madame Apollon, est-ce qu'on sent encore de la discrimination ou est-ce que, comme peuple, on a des choses à faire pour aider justement les immigrants à s'intégrer chez nous? Moi, je dirais que la ville de Gatineau est en changement extraordinairement vite. Je regarde dans certains coins de la ville, il y a pratiquement 20% de personnes nées à l'étranger. La ville de Gatineau est une ville d'immigration. Au début, c'était l'immigration européenne, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus une immigration d'Afrique, effectivement, d'Afrique francophone, du Maghreb et aussi de l'Amérique latine. Dès lors, on a un travail, un chantier extraordinairement beau devant nous, qu'on a déjà commencé à travailler. On se rend compte déjà qu'au niveau de nos habitudes, notamment nos habitudes alimentaires, qui sont des habitudes culturelles, il y a des changements énormes qui se font. Ce qu'il faut faire comme chantier, à mon avis, c'est plus accentuer nos efforts sur l'intégration économique. On a largement réussi des pans d'intégration culturelle et d'intégration sociale. Mais l'intégration économique demeure encore, présente encore de grands défis. Il y a heureusement des organisations qui travaillent à faire avancer les dossiers, que ce soit au niveau de la reconnaissance des diplômes, de la reconnaissance des acquis, de l'exposition à l'expérience de travail canadienne. Il y a des progrès importants qui se font et c'est là-dedans qu'il faut continuer à travailler. Notre avenir en dépend. C'est sûr qu'il y a, à certains égards, des réticences qui sont souvent liées à l'ignorance. À l'ignorance, tout à fait. Et c'est là-dessus qu'il faut aussi travailler. Et je pense que là-dessus, la ville de Gatineau fait des grands efforts pour mettre ensemble plusieurs cultures, pour mettre ensemble, pour valoriser l'apport de plusieurs communautés. Et c'est là-dedans qu'on doit continuer à travailler. Madame Apollon, on sent encore vraiment le feu qui vous anime. Merci de cet entretien. On va vous souhaiter bonne chance, bon avenir, peu importe ce que votre avenir va être. Je suis convaincu que vous allez continuer d'être impliqué au sein de notre communauté. Merci infiniment. Alors, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Entretien. Merci, bonne fin de soirée sur nos ondes.